Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un tollé de réactions après la décision du président ivoirien de défendre le franc CFA malgré une vague de critiques qui considèrent cette monnaie comme un frein au développement de l'Afrique. Le président Alassane Ouattara y voit plutôt un instrument de stabilité monétaire. Ces propos passent mal dans les milieux économiques africains. Analyse et décryptage à suivre en ouverture de ce journal. Au regard de l'impact de la crise anglophone sur l'économie nationale, mais également la vie politique du Cameroun, le professeur Titi Sézois invite le chef de l'État à descendre de son piédestal afin de discuter avec les tenants de la crise anglophone. Vous écouterez son diagnostic sans complaisance dans ce journal. Ancien haut commis de l'État, il dresse une litanie de propositions pour sortir de la crise anglophone. C'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après la brouille diplomatique entre Rome et Paris concernant l'exploitation des pays africains et le maintien de ces pays dans la zone franc CFA, c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui, sur le perron de l'Élysée, a défendu bec et ongle la monnaie, le franc CFA. Pour lui, c'est un instrument de stabilité monétaire et financière, un avis que ne partagent pas de nombreux économistes africains. Ils voient à travers cette monnaie un frein pour le développement des pays africains. Réaction dans ce reportage que signe Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le franc CFA, sujet à l'origine de récentes tensions entre les gouvernements français et italiens. Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, sortant de l'audience chez Emmanuel Macron au palais de l'Élysée, tenait visiblement à en parler absolument. Face à la presse, pas de question de journalistes sur le franc CFA. Le président ivoirien leur dit au revoir, mais revient sur ses pas et donne sa position sur ce débat qu'il juge faux. Je voulais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Oui. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse. Que des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Alors je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. En réaction à ces propos du président ivoirien, des économistes affirment qu'il est impossible pour un pays de se développer sans la souveraineté de sa monnaie. Aucun pays au monde ne s'est développé alors que sa monnaie était gérée par un autre État. Vous ne pouvez pas faire les deux. Rester dans le franc CFA, c'est-à-dire accepter que toutes nos réserves, à hauteur de 74%, parce qu'il y a 50% qui sont gardés au trésor français, il y a 15% qui nous sont facturés parce que c'est la France qui fabrique notre monnaie, et puis une commission de 9% qu'elle prélève pour tous les échanges que nous effectuons à l'étranger. Ça fait 50 plus 15 plus 9, ça fait 74%. Les accords qui ont fondé le franc CFA ne prévoient pas que les Africains demandent des comptes à la France. Vous me confiez vos économies, vous n'êtes même pas capable de savoir ce que j'en fais. Prenant le cas des États de l'Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara affirme que le franc CFA est une monnaie stabilisante pour les économies de la sous-région. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, gérée uniquement par les Africains. Et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Là encore, des économistes disent non. Si vous confiez 74% de vos revenus à une tierce personne qu'à vous-même, quelle que soit la magie que l'on mette pour gérer, dans cette situation-là, le Cameroun et les 14 autres pays, ces 15 pays-là ne peuvent pas se développer. Chaque gouvernement, pour être souverain, doit avoir son trésor du pays, doit avoir sa banque centrale
Parce que c'est avec ces deux instruments-là qu'on peut définir et appliquer une politique économique. Il est donc clair que le débat sur le franc CFA et le développement des pays qui l'utilisent est loin d'être clos. Très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante. Face au désastre économique observé dans les régions anglophones et lié à cette crise qui impacte sur l'économie nationale, mais également sur la vie sociopolitique du pays depuis près de 2 ans, le chirurgien, le professeur Titus Ezoa, sort de sa réserve pour établir un diagnostic sans complaisance sur les causes profondes de la crise, mais également critiquer la gestion qui est faite par le gouvernement. Il propose 6 solutions choc pour sortir de la crise, notamment le fait que le chef de l'État descende de son piédestal afin de discuter lui-même avec les acteurs de cette crise anglophone. Des précisions dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. Dans sa lettre adressée au chef de l'État Paul Biya, Titus Ezoa, un bon médecin chirurgien, pose tout d'abord le diagnostic vital de la crise anglophone avant de prescrire une ordonnance pour guérir une maladie qui ruine la santé politique, socio-économique et même culturelle de notre pays depuis 2016. Dans son diagnostic de la situation, l'ex-secrétaire général de la présidence de la République rappelle à son ancien patron toutes les erreurs politiques et institutionnelles qui ont mis à mal le pacte historique entre le Cameroun oriental et le Cameroun occidental de leur réunification le 1er octobre 1961 à l'unification le 20 mai 1972, puis la loi du 4 février 1984 annulant l'appellation République unie du Cameroun pour redevenir République du Cameroun, vieille appellation du Cameroun francophone à son indépendance le 1er janvier 1960. Pour cet ancien haut commis de l'État, les régimes successifs Ahidjo et Biya ont commis des erreurs politiques et historiques au cœur de la discorde entre les deux entités linguistiques. Là est la source de la crise dite anglophone qui paralyse le pays depuis 3 ans. Titus Ezoa indique aussi à Paul Biya que la non-application de la Constitution de 1996 pendant plus de 20 ans a contribué au relent de sécession du pays et au conflit armé dans les deux régions anglophones. Et avant de prescrire des mesures thérapeutiques, Titus Ezoa fait savoir à Paul Biya que des mauvaises solutions ont été préconisées dans la résolution de cette crise, à savoir la création futile d'une commission budgétivore pour la promotion du bilinguisme. La décision de libérer 289 personnes sur les milliers de détenus de la crise anglophone, l'échec des rencontres et échanges informels à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et surtout la détermination affichée de Paul Biya dans les médias d'anéantir par la force les sécessionnistes. Au terme de ce diagnostic d'une maladie peste-choléra combinée, que le régime de Yaoundé tente de guérir avec des remèdes du paludisme, le médecin Titus Ezoa prescrit à Paul Biya l'application d'un traitement choc de 6 médicaments pour la guérison complète et définitive de la crise anglophone, qui contamine déjà des régions francophones frontalières, à l'instar du littoral et l'ouest. Par ordre d'administration de ces remèdes aux grands malades, l'ex-GPR suggère au chef de l'État Paul Biya de s'adresser à la nation en ordonnant un arrêt sans délai des hostilités avec un retrait du dispositif militaire des deux régions dans le respect des règles de sécurité. Puis, tenir des assises réunissant autour de lui les forces vives de la nation, le pouvoir, l'opposition politique, les religieux, la société civile et sans oublier les représentants des partisans des sécessionnistes et mettre sur pied un organe ad hoc issu de ces assises pour redonner espoir aux Camerounais, précise Titus Ezoa. Ouvrir un débat sur le code électoral et le mode de désignation des membres d'Elections Cameroun et enfin libérer Maurice Kamto et ses partisans pour détendre le climat sociopolitique très tendu depuis leur arrestation en janvier dernier. Dans ce courrier, Titus Ezoa dresse aussi à Paul Biya le bilan des conséquences de cette crise qui perdure sur le tissu économique du pays. 269 milliards de francs CFA de manque à gagner et plus de 6 milliards de recettes fiscales perdues, 8000 emplois détruits, 200 militaires et plus de 500 civils tués, des milliers de déplacés internes, édifices et infrastructures publiques saccagés pour plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Parlons à présent du dialogue social, tant vanté par le gouvernement. Ce dialogue peine pourtant à résoudre certaines revendications des travailleurs au Cameroun. Des syndicats déplorent des résultats peu satisfaisants issus de cette plateforme d'échange entre des patrons, des employés et le gouvernement. Malgré la répression observée des manifestations publiques, des syndicats comptent multiplier ces manifestations pour exprimer leur ras-le-bol et dénoncer le manque de prise en considération de leurs revendications sociales. Élisée Bogba et Ike Cyril.
C'est un avertissement que lance l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Au regard de l'échec du dialogue social pour résoudre les crises que traverse le pays, l'UGTC durcit le ton et annonce des méthodes plus fortes pour se faire entendre. Nous allons lancer de plus en plus de grèves et des manifestations publiques. Il faudrait que nous utilisions les armes fatales. Il s'agit là des armes fatales. Vous avez vu depuis des années, une décennie aujourd'hui au Cameroun, nous avons essayé d'utiliser le dialogue social. Vous convenez avec nous que le dialogue social est un slogan creux au Cameroun. Nous ne pouvons plus continuer à aller dans ce sens. L'UGTC ne croit plus au dialogue social tel que prôné par le gouvernement à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ce d'autant que dans le capitalisme sauvage qui caractérise le monde du travail, les pouvoirs publics au Cameroun gardent un silence complice alors même que les travailleurs se font écraser par les employeurs. La population entière et les travailleurs en particulier subissent les méfaits de la mondialisation. Les gens n'arrivent plus à satisfaire leurs besoins essentiels. Il y a donc lieu de déclarer la guerre à ce capitalisme sauvage qui est en train de tout prendre et de ne rien laisser au monde du travail. La stratégie de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, qui va en guerre contre ce qu'elle appelle le capitalisme sauvage, a été définie au cours de l'Assemblée générale de l'UGTC à Yaoundé. Parlons à présent de ces ordures qui ont dicté leur loi dans la ville de Bamenda, région du nord-ouest, durant plusieurs jours, notamment durant les journées déclarées ville morte, journée de lockdown. Et ce sont les forces de sécurité et de défense qui se sont mobilisées afin de procéder à l'assainissement de la capitale régionale du nord-ouest, ceci à la grande satisfaction des populations. Reportage Stellambou et Julingue Nyondé. Des tas d'ordures qui jonchent les rues, des rigoles bouchées, le tout accompagné des odeurs nauséabondes. La ville de Bamenda n'affiche pas fière allure et respire un air de pollution. C'est la conséquence des 10 jours de grève générale observés du 5 au 14 février dernier dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Pendant cette période, toutes les entreprises, tous secteurs compris, et même les services publics ont cessé de fonctionner. 10 jours d'inactivité qui ont occasionné toute cette insalubrité. Cette situation a poussé les éléments du bataillon d'intervention rapide et ceux du corps des sapeurs-pompiers à faire une descente musclée dans la rue. Munis de caterpillars, pelles, brouettes et autres, ils ont entamé des travaux d'hygiène et de salubrité. Les quartiers Main Market, comme Échelle Avenue, Old Town, présentés comme étant les plus touchés par ce phénomène. Même les espaces marchands n'en sont pas épargnés. Ici, aliments et poubelles se côtoient. Les populations décrient cette situation qui n'honore pas leur ville et les expose à des maladies diverses. Le gouvernement mise sur la professionnalisation des enseignements, mais cet objectif semble difficile à atteindre sans l'équipement des laboratoires en matériel de pointe. Ces structures permettent aux apprenants de bénéficier et de pouvoir mettre en pratique les connaissances acquises dans les amphithéâtres afin de pouvoir être compétitifs sur le marché de l'emploi. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gansop. C'est la phrase choc qui est sur toutes les lèvres des autorités camerounaises en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, à savoir la nécessaire adéquation entre la formation et l'emploi, autrement formulée par la professionnalisation des enseignements, comme s'il suffisait simplement de le dire pour que la magie s'opère. Or, les réalités du terrain sont tout autres, au regard de l'insuffisance des matériels didactiques dans nos établissements de formation. Parce que le chemin que nous avons suivi jusqu'à présent était un chemin de formation très théorique qui privilégiait les gens qui étaient capables de travailler dans les administrations, de se faire nommer, de se faire reconnaître par la fonction qu'ils occupent.
Mais ce que nous apporte aujourd'hui la réalité, c'est qu'il faut avoir un métier, il faut avoir une profession. Et ce qui conduit à ça, c'est la formation professionnelle. Pour réellement mettre en place la formation professionnelle, vous avez besoin d'équipements didactiques adaptés qui répondent aussi à ce que vaut votre industrie en réalité. Difficile dans ces conditions d'espérer avoir des produits compétitifs capables de s'insérer aisément dans le milieu socio-professionnel et ainsi de challenger l'extérieur. Il s'agit de sensibiliser les universités et les écoles d'enseignement secondaire sur l'importance d'avoir des laboratoires afin de mieux former les étudiants et les élèves. Souvenons-nous qu'à l'époque, on peut venir à l'école avec un lézard, de l'œuf pour faire les cours de sciences. Aujourd'hui, on fait les cours de sciences d'une manière théorique. Il est important que dans les écoles, au moins secondaires, qu'il y ait un laboratoire de sciences, là où les enfants peuvent toucher les anatomies humaines. Ce séminaire vient rappeler l'impérieuse nécessité d'associer à chaque formation les matériels didactiques requis. L'objectif étant de mieux capaciter les apprenants pour les préparer à affronter le terrain concurrentiel de l'emploi. Lorsque j'ai des discussions avec les autorités camerounaises, on parle beaucoup de formation technique et professionnelle. Il y a quand même une certaine compétitivité, mais c'est sûr que plus les étudiants ont des outils qui sont de plus en plus modernes et qui répondent aux normes internationales, c'est sûr que ça augmente à leurs possibilités de compétition au niveau international. Les participants se sont abreuvés à la source de l'expertise allemande et canadienne. Toujours dans le milieu éducatif, des scientifiques camerounais ont engagé des réflexions en vue de promouvoir des chercheurs mathématiciens dans la perspective qu'ils contribuent dans l'élaboration des stratégies de développement socio-économique du Cameroun. D'autres détails avec Guy Zogo. Une nouvelle cuvée de mathématiciens pour l'Afrique. Ces disciples des chiffres et des données sont issus des formations dispensées par l'Institut africain des mathématiques et des sciences, AIMS. Ce programme est très important pour nos étudiants parce que c'est très important dans le sens où ça donne la possibilité d'avoir l'emploi parce que c'est un programme professionnalisant qui est vraiment prôné par le ministère de l'Enseignement supérieur au Cameroun. Ce sont ainsi 11 étudiants, dont 6 femmes et 5 hommes, originaires des 6 pays africains qui sont désormais nantis d'un master en mathématiques. Ils auront passé 18 mois de formation, notamment 10 mois de travaux académiques et 6 à 8 mois de stage avec des partenaires industriels. Pour le directeur Cameroun de l'Institut africain de mathématiques, il est question de mettre un peu plus les mathématiques au cœur de la vie quotidienne des États africains, celles-ci pouvant en effet servir à plusieurs usages, dont l'analyse des données. L'Institut africain de mathématiques, une institution accompagnée par les États africains, propose chaque année un programme de maîtrise d'une année pour les diplômés africains en sciences. Au Cameroun, l'AIMS met à disposition un programme de formation pour les enseignants de mathématiques dans le but de renforcer la pédagogie et d'accroître l'intérêt des élèves du secondaire pour cette discipline. L'insécurité routière prend de l'ampleur au Cameroun. Pourtant, les campagnes de prévention routière se multiplient sur certains axes, notamment les axes les plus là où on enregistre le plus grand nombre d'accidents mortels, notamment sur l'axe Douala, Bafoussam et Yaoundé. Et là encore, de nombreux automobilistes ont été sanctionnés pour excès de vitesse, mais également de nombreux manquements dans la prise en compte des mesures de sécurité routière. Reportage, Isabelle Carole Zopet et Innocent Abega. À observer à cet instant la circulation sur la nationale numéro 3, tout comme sur la nationale numéro 5, l'on serait tenté de croire que tout va pour le mieux sur ces axes. Pourtant, l'axe Douala-Yaoundé-Bafoussam porte désormais le surnom de triangle de la mort en raison des multiples hécatombes enregistrées. Une courbe qui ne va cesser de croître si rien n'est fait de la vie des usagers. Ce qui ne va pas avec cette route, c'est que les signalisations manquent. On doit rouler par rapport aux signalisations, mais il n'y a pas. C'est un sens où je ne vois pas, parce qu'il faut qu'on aide les citoyens. Nous avions toujours décrié l'absence des panneaux sur nos routes. Et à chaque fois, nous avions des problèmes avec les usagers
croyant que c'est la gendarmerie qui devrait placer ces panneaux, alors que ce n'est pas nous. Il faut multiplier encore les radars, doubler même 2 radars de plus. Parce qu'ils savent déjà que quand ils passent un radar, c'est fini, la vitesse recommence. Pourtant, s'ils pouvaient passer un radar, ils ne savent pas où trouver le deuxième. Aller à Yaoundé aussi 2, retour 2, voilà. Ça devait encore plus arranger les choses. C'est très important. En effet, la faible présence de panneaux de signalisation et des radars favorise les cas d'infraction enregistrés, bien que ces mesures de sécurité permettent d'éviter considérablement les excès de vitesse pour protéger la vie des usagers. Cet axe hautement accidentogène préoccupe fortement le secrétariat d'État à la Défense qui régulièrement procède à des campagnes de prévention routière. Vous savez, les routes sont là pour nous. Il y a les gens qui sont conscients comment utiliser ces routes, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore conscients. Nous sommes sur le terrain. D'abord, il y a 3 volets. Il y a d'abord le volet éducation, la sensibilisation et enfin la répression. Sur le terrain, l'on remarque que le code de la route peine à être respecté. Et nous avons constaté que beaucoup plus les infractions qui reviennent, c'est l'excès de vitesse. L'excès de vitesse et depuis l'état de pneus aussi qui ne sont pas bons, les chauffeurs qui prennent le volant après avoir consommé beaucoup d'alcool. Et ce n'est pas bon. Hormis ces différents types d'infractions, nous avons aussi le non-port de ceintures de sécurité. Ces campagnes de prévention routière ne sauraient être réellement efficaces si les routes restent toujours en mauvais état et que les conducteurs peinent à être responsables sur la route. Sur les routes, l'incivisme des conducteurs de mototaxis dicte sa loi dans la capitale économique du Cameroun. Les pouvoirs publics, dépassés par la situation, continuent de les sensibiliser sur la nécessité de se conformer au code de la route, mais aussi d'apprendre à mieux conduire ces motos dans une ville comme la ville de Douala. D'autres précisions avec Innocent Abega et Flavien Valodongo. L'incivisme est la principale maladie qui secoue les conducteurs de mototaxis au Cameroun. À Douala, par exemple, ils roulent dans tous les sens et au moindre incident, à tort ou à raison, sont des premiers à dénigrer leur vis-à-vis. N'importe qui a sa mentalité. Moi, j'ai ma mentalité, d'autres aussi ont leur mentalité. À propos de notre comportement sur la route, j'aimerais rappeler que ce sont des comportements déviants, car on ne peut pas être au-dessus de la loi. Normalement, ils doivent respecter le code de la route. Le respect du code de la route, un langage qui ne rentre pas dans le vocabulaire des conducteurs de mototaxi. Tout espace libre, à gauche ou à droite, est exploitable pour dépasser un véhicule ou un engin à 2 roues. Ceci sans évaluer le risque. Il va falloir à un moment donné qu'on prenne conscience pour en quelque sorte aller à zéro, respecter les feux, respecter les règles de conduite. Et pour conduire sur la voie publique, il faut nécessairement être détenteur d'un permis de conduire. Et dans le secteur des mototaxis, plusieurs mènent l'activité sans le précieux sésame. D'où la formation, suivie de l'examen initié par des acteurs de la société civile en partenariat avec le ministère des Transports pour l'obtention du diplôme. L'objectif visé, c'est d'aider les pouvoirs publics à assainir et réglementer ce secteur d'activité. Un mototaximan égale à un permis de conduire. Et ce permis de conduire ne s'achète pas, ce n'est pas un bout de pain. Il faut aller à l'auto-école, suivre la formation et mériter ce permis de conduire qui vous donne l'autorisation de prendre la route. Près de 250 conducteurs de mototaxi formés et désormais détenteurs du permis de conduire sont sur le terrain et en mission. Mais il va falloir encore que toutes les parties prenantes dans les contrôles travaillent en synergie. La délégation départementale des transports, les FMO et la CUD pour éradiquer ce phénomène d'incivisme. Avec ça, peut-être d'ici peu, l'incivisme tant redouté par des usagers va diminuer. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, professeur Titus Edouard fait des propositions à Paul Biya dans une lettre ouverte. L'ancien secrétaire général à la présidence de la République, professeur de chirurgie, a d'abord établi un diagnostic sans complaisance
sur les causes profondes de cette crise, évoquant les erreurs politiques commises à la fois par le régime Ahidjo, mais aussi le régime Biya concernant les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il invite le président de la République à procéder à appeler à un cessez-le-feu dans ces régions anglophones, mais aussi à discuter lui-même avec les principaux acteurs de la crise anglophone et enfin de pouvoir œuvrer pour la libération de toutes les personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone, mais aussi de la crise politique concernant le professeur Maurice Kamto. Il dit justement, pour détendre l'atmosphère sociopolitique particulièrement fébrile en ce moment, je vous suggère respectueusement la libération du professeur Maurice Kamto et ses partisans. C'est du moins ce que pense le chirurgien professeur Titus Edzoa. Il estime que c'est la clé pour détendre un climat sociopolitique qui, de son point de vue, est de plus en plus tendu en raison de la mise en détention du professeur Maurice Kamto et d'autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, auxquels s'ajoutent des milliers de personnes qui ont été arrêtées et interpellées dans le cadre de la crise anglophone selon la société civile. Voilà, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir, toujours avec nos 4 invités.